Bonjour Monsieur Fall, merci infiniment d'être l'invité de la rédaction d'Africa Check. Merci, c'est moi qui vous remercie. Pour démarrer cet entretien, je vais vous demander de vous présenter s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Bouna Manel Fall, je suis juriste et j'ai été enseignant en droit de la presse au CESTI. Et aussi, j'ai été conseiller juridique du ministre de la Communication et conseiller juridique au niveau du Conseil national de régulation et du Conseil national de régulation de l'audiovisuel du Sénégal. Alors, nous souhaitions avoir cet entretien avec vous sur la diffusion de fausses nouvelles dans le contexte sénégalais, précisément discussion autour de l'article 255 du Code pénal sénégalais. Eh bien, quelle est votre lecture de cet article qui suscite beaucoup de polémiques dans l'écosystème, dans le débat public sénégalais? Merci, Monsieur Onana. Je pense que l'article 255 du Code pénal, il faut d'abord le situer. Quelle est sa position? C'est un article du Code pénal sénégalais qui date de 1965. Et cet article 255, il est dans le livre 3e de ce code-là, intitulé « Des crimes et délits contre la chose publique ». Alors, ce livre 3e comporte donc un chapitre 4 intitulé « Crimes et délits contre la paix publique ». Donc, vous voyez, on part de la chose publique et on va vers la paix publique. Et dans ce chapitre 4, on a une section 6. Où on a différents paragraphes, 6 paragraphes précisément. Le premier paragraphe, c'est un peu les provocations aux crimes et délits. Ce paragraphe, cette section déjà, cette section 6 de ce paragraphe-là intitulé « Crimes et délits contre la paix publique », cette section 6, c'est ce qu'on appelle la section des délits de presse. Parce que c'est intitulé « Crimes et délits commis par tout moyen de diffusion publique ». Les moyens de diffusion publique à l'époque du Code, c'était la presse, c'était la radio. Après, on a intégré la télévision parce que la télévision est venue en 72, 73 au Sénégal, le Code date de 65. Il y avait l'affichage également comme moyen de diffusion publique. Vous savez, à l'époque, le climat politique au Sénégal était très tendu et il y avait les tracts, la communication, la publicité via les tracts politiques. Donc, voilà les principaux moyens de diffusion publique. Et dans cette section 6, nous avons un paragraphe premier qui traite des provocations. Bon, une sorte d'entrée en matière. Et nous avons un deuxième paragraphe qui traite maintenant, à proprement parler, des infractions. C'est à partir des articles 248 et suivants. Ça va jusqu'aux articles 255, justement. Nous avons ensuite des articles qui traitent d'autres aspects, mais c'est dans cette partie-là que nous avons l'article 255 dont il est question aujourd'hui. Alors, cet article 255, il parle de nouvelles fausses ou de pièces fabriquées pour matérialiser l'infraction de diffusion de fausses nouvelles. Alors, c'est une infraction extrêmement dure, extrêmement répressive, si on peut s'exprimer ainsi, en fait, qui est considérée comme attentatoire à la paix publique, comme l'indique l'intitulé du chapitre. Mais ce qui est le plus important, je pense, c'est la notion de publicité. Voilà. On peut diffuser des informations inexactes. Tant que c'est dans un cadre privé, on ne tombe pas sous le coup de ces dispositions-là. Comme on dit en matière de droit de la presse, c'est la publicité qui fait le délit. Il faut donc qu'il y ait une publicité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une mise à disposition au public et de manière indifférenciée d'une information qui se révèle être inexacte, par voie de radio, par voie de télévision, par voie d'affichage ou par tout autre moyen de diffusion publique.
Voilà. Vous avez rappelé qu'il s'agit d'un article issu d'un code pénal datant de 1965, ce qui remonte à longtemps. Et nous sommes aujourd'hui en 2025, 60 ans plus tard. On parle de réseaux sociaux, d'intelligence artificielle, etc. En tout cas, les canaux de diffusion de l'information ont globalement changé. Alors, ma question est de savoir si cette loi-là, si cet article 255 est encore adapté à nos réalités. Excellente question. La question de l'actualisation de cette disposition-là, elle est fondamentale. Vous avez raison, 60 ans après, est-ce que nous sommes toujours dans le même contexte frileux où l'État a vraiment peur, entre guillemets, ou en tout cas prend toutes les dispositions répressives pour justement préserver et la chose publique et la paix publique à travers un article 255 comme ça, qui réprime la diffusion de fausses nouvelles. Parce que la diffusion de fausses nouvelles actuellement, elle peut prendre des voies, les moyens de diffusion publique sont multiformes maintenant, surtout à travers l'intelligence artificielle. La fabrication, les pièces fabriquées maintenant se font de manière très moderne. À l'époque, c'était pratiquement manuel. Mais maintenant, on peut générer des contenus totalement inexacts. On est presque peut-être, comme le dit un président américain dont je n'ai pas beaucoup d'estime, sur lequel je n'ai pas beaucoup d'estime, on est peut-être à l'ère de la post-vérité. Voilà. En tout cas, bon, peut-être de la vérité alternative. Mais toujours est-il qu'il y a une nécessité de revoir l'approche. Est-ce que le tout répressif marche? Je ne pense pas, personnellement. Justement, c'est une question sur laquelle je comptais vous interroger. Mais avant d'arriver à cette question, j'ai une autre question. D'ailleurs, c'est celle qui a souvent créé la polémique autour de cet article numéro 255. Est-ce que vous avez également l'impression que ça reste un article qui est instrumentalisé par les pouvoirs, par les gouvernements pour protéger leur réputation et peut-être contrôler les voix dissonantes, comme certains peuvent le dire? Absolument. C'est une arme, d'une part, contre les professionnels de l'information qui dérangent. Et à titre d'exemple, je vous donne le cas de Abdourahmane Cissé. Abdourahmane Cissé qui était l'initiateur de la première publication privée, du premier journal privé sénégalais, Lettres fermées, édité en 1972. Lettres fermées, après quelques publications, a fait l'objet d'un arrêté conjoint de fermeture du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Communication. Alors, cet arrêté a été attaqué par Cissé devant la Cour suprême et la Cour suprême a donné raison à Cissé et a cassé l'arrêté conjoint du ministre de la Communication et du ministre de l'Intérieur. Malheureusement, les mois de suspension de la publication avaient eu raison de la détermination de Cissé et Lettres fermées n'est pas réapparu. Pour vous dire qu'en fait, c'est une arme qui a toujours été utilisée par le pouvoir politique sénégalais pour tenir en laisse les professionnels de l'information qui avaient des voix dissonantes. Mais c'était pas seulement eux. L'opposition politique aussi, les voix politiques discordantes, les voix politiques de l'opposition ont aussi été tenues, soit à partir de cet article 255 relatif à la diffusion de fausses nouvelles, ou à partir de son article voisin, le 254, qui est relatif à l'offense au chef de l'État. Ce sont donc les deux armes, si ce n'est la diffamation, sauf que la diffamation, c'est généralement actionné à titre privé, à l'inverse de la diffusion de fausses nouvelles, où l'initiative de la poursuite peut être déclenchée par le procureur de la République. Parce que c'est une infraction contre la chose publique. Souvenez-vous toujours de la place de la diffusion de la fausse nouvelle de l'article 255, ce qui donne droit au procureur de s'autosaisir et de poursuivre l'auteur présumé de cette diffusion de fausses nouvelles. Alors,
Dans ce cas, on va supposer qu'une personnalité publique, un ministre par exemple, fasse une fausse déclaration. Parce qu'il nous arrive à Africa Check de travailler sur des sujets où une personnalité publique avance un faux chiffre ou simplement fait une fausse déclaration. Est-ce que, techniquement, au regard de cet article, cette personne-là devrait ou pourrait être poursuivie? Je n'avais pas continué tout à l'heure l'énumération des paragraphes qui sont dans la section 6 relative aux infractions commises par les moyens de diffusion publique. Je vous avais parlé des provocations au crime de délit, je vous avais parlé des délits contre la chose publique, je vous avais parlé, il restait un paragraphe 6 des personnes responsables. C'est le dernier paragraphe de cette section-là qui traite des personnes responsables. Et dans ces personnes responsables, nous avons les directeurs de publication. Nous avons les co-directeurs. Nous avons les éditeurs. Nous avons toutes les autres personnes qui ont une responsabilité dans la diffusion. Parce que la publicité, la diffusion est un élément matériel central dans la commission de cette infraction-là. C'est un élément constitutif principal, la diffusion. Il faut qu'il y ait une publicité. Donc, toutes les personnes responsables en matière de publicité ou qui ont en fait la maîtrise éditoriale sont tenus comme responsables. La deuxième vague de personnes, c'est les auteurs. Les auteurs, ceux qui ont proféré justement ces déclarations. Parce que ceux qui ont la maîtrise éditoriale ne sont pas forcément les auteurs. Voilà, vous pouvez inviter quelqu'un qui peut faire une diffusion, une fausse nouvelle, qui peut proférer une fausse nouvelle, faire une fausse nouvelle, et vous procédez à la diffusion. Vous avez la responsabilité. Voilà. Et il y a une troisième vague, ce sont les techniciens, ce sont les imprimeurs, ce sont en fait les techniciens, à proprement parler, qui s'occupent en fait des aspects techniques de la diffusion. Il y a ceux qui s'occupent de la maîtrise éditoriale, il y a les auteurs et ceux qui s'occupent des aspects techniques liés même à la diffusion. Donc c'est ce qu'on appelle la responsabilité par cascade. À défaut d'une catégorie, on s'abat sur la catégorie suivante. À défaut de celle-ci, on s'abat sur l'autre catégorie. Mais là où votre question elle est intéressante, c'est que si un responsable, un ministre par exemple, fait une déclaration fausse, procède à une diffusion de fausses nouvelles, je vous ai dit tout à l'heure que c'est pas une infraction contre un particulier, c'est une infraction contre la paix publique, contre la chose publique. C'est le maître des poursuites, c'est le procureur de la République qui a la maîtrise des poursuites. Donc, s'il ne déclenche pas les poursuites, il est impossible matériellement. Il a donc une immunité de ce point de vue-là. Vous voyez, c'est ça un peu. Et la procédure pénale, en fait, elle aménage les conditions en fait, d'exécution de la loi pénale. Une chose est d'avoir une disposition pénale, mais une autre chose aussi est d'aménager les conditions permettant la poursuite lorsqu'il y a la commission d'une infraction. Et ici, le législateur ne s'est pas trompé. Le législateur a aménagé les conditions de la poursuite pour dire que voilà, c'est le parquet. Donc, c'est le parquet qui doit saisir, qui doit poursuivre. Le parquet étant hiérarchiquement lié au ministère de la Justice, lui-même étant hiérarchiquement lié au gouvernement, ce serait étonnant quand même. Voilà. Enfin, la dernière question qui trouvera certainement des éléments de réponse dans ce que vous avez déjà dit, M. Fall, mais que je tiens tout de même à poser pour nos internautes. Est-ce que le fait d'introduire de nouvelles lois ou de les durcir garantit une victoire contre la diffusion de fausses nouvelles? C'est pas la bonne solution de mon point de vue. L'emprisonnement, je pense que c'est non seulement contre-productif, mais ça ne résout pas le problème de manière durable. Je pense qu'il faut qu'on s'inscrive dans des perspectives de durabilité. Qu'est-ce qui pourrait permettre à la profession de pouvoir faire le moins de diffusion de fausses nouvelles possible? Qu'est-ce qui pourrait permettre aux professionnels de l'information de pouvoir toujours délivrer des informations vérifiées et dont l'exactitude ne fait l'objet d'aucune contestation? Je pense que, d'une part, la formation continue est une voie royale. Il est important que les gens sachent de quoi, en fait, leur métier est fait. Parce que quand vous regardez, par exemple, la charte du journaliste français de 1918, je vous parlais tout à l'heure du respect de
la vérité et de l'exactitude. C'est des termes philosophiques. La vérité, si vous prenez la vérité, par exemple, c'est un terme philosophique. On ne peut pas dire que c'est simplement ce qui est en adéquation avec le réel et s'arrêter là. Non. Il y a une dimension philosophique qui s'attache à ça. Mais on vous dit que le journaliste digne de ce nom, le journaliste digne de ce nom, on interroge la dignité du journaliste. Le journaliste digne de ce nom tient la vérité, l'exactitude, etc., etc., pour les piliers, les plus puissants piliers de sa profession. Et inversement, la déformation des faits, la manipulation des faits, exactement, sont considérés comme étant les plus graves dérives professionnelles. Mais quand un jeune embrasse la profession de professionnel de l'information, quand un jeune sort de l'école, mais il faut d'abord que dans la conscience collective qui est la rédaction, qu'il y ait déjà une formation à ce niveau-là, qu'on le prenne en charge, qu'on lui dise quelle est sa dignité, quelle est la dignité rattachée à sa profession, de manière continue, mais que aussi de manière périodique, sur des séquences temporelles qui ne sont pas trop longues, qu'on le fasse retourner aussi, entre parenthèses, sur les bancs, par voie de stage, par voie de module, qu'on revienne toujours, parce que c'est des aspects, vous savez, les aspects d'ordre éthique et déontologique sont comme les aspects de corruption. C'est comme quand un agent public est sujet à la corruption. On peut être très bien formé, sortir de l'ENA, l'École nationale d'administration, avoir vraiment son métier sur le bout des doigts, mais on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri d'une tentation, parce qu'on se trouve dans une situation de faiblesse, on a une pression sociale, familiale, etc. Et voilà, et on trébuche. Alors, comme on devrait faire cette formation continue-là pour les professionnels de l'administration, c'est de la même manière que je dis que pour les professionnels de l'information aussi, on devrait tout le temps, au-delà de l'aspect de la conscience collective qu'est la rédaction, tout le temps faire revenir les aspects éthiques et déontologiques. C'est des aspects, et ce sont des aspects qui ne doivent pas être pris en charge par n'importe qui. Je vous donne un exemple. Quand on était au CESTI, j'ai eu la chance d'enseigner là-bas dans pratiquement une demi-douzaine d'années. Alors, j'avais le cours de droit de la presse. C'était un module qui avait deux parties. C'était droit de la presse et déontologie. C'était 40 heures. Dès que j'ai vu déontologie, je suis allé voir madame la directrice des études, Eugénie Rokhaya Aou, à l'époque, paix à son âme. Je suis allé la voir, je lui ai dit, madame, je ne peux pas prendre en charge les aspects déontologiques. Elle me dit, pourquoi? Je lui dis, parce que moi, je ne suis pas un professionnel de l'information. Je ne suis pas un journaliste. Je n'aurai pas suffisamment de base idéologique pour enseigner cela. Mais quelqu'un comme Mamles Camara, il ferait très bien l'affaire. Et c'est ainsi que le droit de la presse, on a arrêté ça en deuxième année. Et la dernière année, l'année de sortie, la troisième année, on a dit que maintenant, c'est Mamles qui donne le cours de déontologie. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc, il faut que dans les rédactions, qu'il y ait un doyen, quelqu'un qui symbolise vraiment cette conscience collective-là. Ça peut ne pas être forcément le supérieur hiérarchique, mais c'est quelqu'un dont la voix porte, qui pourrait prendre en charge ces questions déontologiques au niveau de la rédaction. Et aussi que le responsable de la rédaction, que le responsable administratif puisse prendre en charge la nécessité de cette formation continue en conventionnant avec des instituts de formation pour que périodiquement, toute la rédaction fasse un séminaire en éthique et en déontologie. Vous savez, il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Ils appellent ça le team building. Moi, je pense que pour les journalistes, la meilleure team building, ce serait de faire un week-end éthique et déontologique annuellement. On note très bien cette recommandation. Je vous en prie. Monsieur Fall, merci beaucoup d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Africa Check. En savoir plus, faire mieux.